Bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager la recette secrète pour échouer vos projets data. Alors personnellement, je suis convaincue que c'est quand on fait des grosses erreurs qu'on retient le plus la leçon. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager ça sous cet angle. Au programme, on va découvrir les 5 mauvaises pratiques qui mènent nos projets data tout droit à la poubelle. Je me présente en 2 mots, je m'appelle Marine Dussossois, je suis chez Octo Technologies depuis plus de 4 ans. Et avant de devenir Data Product Owner, je suis passée par la pratique technique de la data, donc Data Engineering, Data Science, et je continue à en faire d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je jongle entre la technique et l'usage par des vrais êtres humains. Alors avant de commencer la recette, je vous propose de voir avec quel outil on va devoir composer. Dans mon placard, j'ai le projet et le produit. Mais vous noterez que le titre de cette présentation, c'est « La recette secrète pour planter vos projets de data ». On voit depuis les années 2010 que l'approche produit a été largement utilisée dans la conception et le pilotage de produits numériques plus classiques, par exemple l'élaboration, la construction d'un site e-commerce, mais beaucoup moins dans nos écosystèmes data. Donc on peut se poser la question, est-ce que finalement cette approche elle est réellement pertinente et adaptée pour nos écosystèmes data? Donc pour choisir avec quel outil de cuisine on va devoir faire cette recette, je vous propose de les comparer. Marty Kagan, qui est un des grands gourous dans le product management, lui, il résume la différence selon l'objet sur lequel l'équipe va se concentrer. Côté produit, on se concentre sur l'utilisateur, et côté projet, on se concentre plutôt sur la composante métier. Alors ça ne veut pas dire que côté produit, on ne vient pas du tout prendre en compte le business model de l'entreprise. Évidemment, ça serait une grave erreur. Ça veut plutôt dire qu'on croit que le fait d'apporter de la valeur aux utilisateurs, ça va indirectement apporter de la valeur à notre business. Je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail des différences d'approche. Côté projet, on a un début, un milieu et une fin qui sont clairement identifiés. Côté produit, on a un début, un milieu, mais la fin n'est pas forcément connue. Ça signifie que côté projet, on a une phase de cadrage, une phase de delivery, mais pas forcément de phase d'itération ni de phase de run. Ou alors on délègue à une autre équipe. Côté produit, pareil, on a une phase de cadrage, une phase de delivery, on a une phase d'itération, tant qu'il y a des demandes d'évolution, et on a aussi une phase de run. La réussite d'un projet, elle est liée à la façon dont le projet a été mené. Est-ce qu'il a respecté le délai qu'on s'était fixé au début? Et est-ce qu'il a respecté le process aussi qu'on s'était fixé au début? Évidemment, est-ce qu'il répond à l'objectif initial? Côté produit, on mesure la réussite du produit selon si les résultats de la métrique qu'on a fixée en amont avec le métier est au niveau attendu. Par exemple, depuis la refonte de la page d'accueil de mon site e-commerce, mon trafic a augmenté de tant de pourcents sur mes fiches produits et ça m'a permis de générer tant de millions de chiffres d'affaires supplémentaires. La troisième notion, elle est liée au périmètre et aux ressources. Côté projet, les ressources sont fixées, bien délimité puisque le périmètre lui-même est bien délimité. Côté produit, les ressources, elles peuvent varier au cours du cycle de vie du produit, puisque on va choisir de développer telle ou telle fonctionnalité en fonction de tel ou tel retour, ou alors de tel résultat de la métrique que j'ai identifiée en amont avec mon métier. Donc pour résumer, on peut dire que le produit, il est plus flexible, plus agile que le projet. Et en plus de ça, il nous permet d'être plus proche
de nos utilisateurs. Donc la première erreur, avant même de commencer ma recette, ce serait de choisir le mauvais outil de cuisine. Et pour illustrer encore mieux mes propos, je vous propose qu'on s'appuie sur un exemple de cas d'usage IA. Ça va nous permettre de comprendre comment l'approche produit favorise l'impact et la valeur qu'on livre. Alors le cas fil rouge que je vous propose, c'est un exemple donc, réaliste, bien que factice, donc ne cherchez surtout pas les protagonistes de cette histoire sur LinkedIn, vous ne les trouverez pas. On est dans le secteur de la grande distribution. Et l'entreprise à laquelle on s'intéresse, c'est Food for People. Food for People, c'est une entreprise qui possède environ 200 supermarchés répartis sur toute la France. Et puis depuis 3 ans, l'entreprise a entamé une transformation digitale remarquable. Et c'est Vincent, le directeur de l'innovation, qui est à l'origine de cette révolution technologique. Vincent, il connaît bien son secteur. Et il est persuadé que l'IA peut apporter beaucoup de valeur dans la grande distribution. D'ailleurs, il souhaite le montrer au monde entier et surtout à ses actionnaires, puisqu'il espère que ça lui sera évidemment bénéfique pour sa carrière. Mais l'ambition de Food for People, c'est de rendre ses employés augmentés par l'IA pour derrière optimiser le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc pour ça, Vincent il met en place une petite Digital Factory qui permet d'accélérer les projets data finement sélectionnés par le top management. Les projets, ils ont émergé suite à un séminaire d'émergence de cas d'usage qui rassemblait à la fois des directeurs et des chefs de projet. Et durant ces ateliers, ça a permis de mettre en lumière plusieurs personas clés, dont le chef de rayon. D'ailleurs, Vincent, le premier cas d'usage qu'il souhaite réaliser, c'est celui qui concerne le chef de rayon. Et pour ça, on a choisi Bruno, qui va nous servir d'utilisateur, un peu de cobaye, finalement, pendant toutes ces phases d'expérimentation. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement Bruno chez Food for People ? Alors Bruno, il a à charge un rayon spécifique du magasin, produits d'hygiène, textiles, boissons, fruits et légumes, peu importe. Et puis, il doit animer son rayon, mais surtout, il doit gérer le stock dans son rayon. Et c'est là que ça nous intéresse, puisque des analystes ont permis d'identifier que les frais de pénurie de stock et les frais liés au stock dormant, ça représentait environ 5% du chiffre d'affaires par magasin et par an, ce qui est énorme. Donc il y a un vrai enjeu à anticiper le plus finement possible les ventes pour pouvoir adapter les commandes et optimiser le stock en réserve. Ça, Bruno, évidemment, ça l'intéresse. Par exemple, je sais qu'il va faire beau le week-end prochain et que je vais devoir doubler mes commandes de melons. Ou alors, je vois que ce mascara fait le buzz sur TikTok. Donc la demande est forte, j'ai tout intérêt à commander beaucoup de ce mascara en particulier. Alors quoi de mieux qu'un bon modèle de ML pour prédire tout ça. Je vous présente rapidement le déroulé du projet. Alors il y a eu un cadrage qui a rassemblé les chefs de projet et les experts techniques. Et ce cadrage, il a permis d'imaginer la solution technique. Ensuite, évidemment, il y a eu la phase de delivery. Et pendant 10 mois, les équipes ont œuvré pour mettre en place finalement un modèle qui était très performant, un modèle de forecasting de stock qui est à la fois capable de prendre en compte la saisonnalité des ventes, mais aussi de repérer les signaux faibles des tendances à en devenir. Ce modèle, il a été mis à disposition des chefs de rayon au travers d'une application directement téléchargeable sur les nouveaux smartphones des chefs de rayon qui n'étaient jusqu'à présent pas équipés de ces smartphones-là. Alors bien sûr, tout ça, ça représente un coût en matériel, un coût en développement, mais Vincent, il l'estime bien négligeable comparé aux bénéfices qu'il estime.
D'ailleurs, il est vraiment content de ce que les équipes ont développé. Et il décide d'aller lui-même remettre le premier smartphone dans les mains de Bruno. Et vous savez ce que c'est le premier retour de Bruno? Il n'arrive pas à se connecter à l'application. Pourquoi? Parce que le logiciel qu'il utilise pour passer ses commandes directement à ses fournisseurs, il se trouve sur un PC fixe dans la réserve. Mais la réserve, elle se trouve au sous-sol. Donc il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 5G et il n'y a pas de Wi-Fi non plus, parce qu'on travaille en réseau fermé pour des raisons de sécurité. Donc le premier échec, c'est d'avoir conçu une solution sans avoir pris en compte le quotidien de l'utilisateur, ni ses contraintes. Alors là, en l'occurrence, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau dans la réserve, mais on aurait très bien pu imaginer autre chose, comme par exemple le fait qu'on impose à Bruno de travailler avec un nouvel outil, une nouvelle application, alors que lui, un fichier Excel qu'on lui envoie quotidiennement, avec les prédictions de commandes du jour, ça lui suffit largement. Et pourquoi on en arrive à cette situation? En fait, le magasin de Bruno, il se trouve en Gironde. Mais les équipes qui développent la solution, elles se trouvent au siège de Food for People, à Paris. Donc finalement, ça représentait un coût supplémentaire de faire les trajets Bordeaux-Paris. Vous vous en doutez, à la fin, ce coût, ça nous coûte cher. Donc les ingrédients à garder en tête, si vous voulez vous aussi reproduire cet échec chez vous, il y en a deux. Le premier, c'est de ne pas concevoir autour des utilisateurs, comme Bruno. Et le deuxième, c'est ne pas être assez proche des utilisateurs, de façon générale. Évidemment, pour ne pas reproduire cet échec, je vous propose 3 méthodes de conception centrées sur les utilisateurs. Ces méthodes-là, elles sont issues du monde de l'UX design, mais ce sont des méthodes qui sont relativement simples et que tous les profils, tech ou pas, doivent garder en tête. Pourquoi? Parce que quand on va chercher à déterminer, lorsqu'on va concevoir le modèle, quand on va chercher à connaître quelle est la métrique d'évaluation la plus pertinente à utiliser, ce n'est pas un PO, ce n'est pas un UX designer qui va savoir expliquer à Bruno la différence entre telle ou telle métrique, c'est bien un data scientist. Donc, la première méthode que je vous propose, c'est celle de l'entretien. L'entretien, c'est une méthode qualitative qui permet d'échanger avec l'utilisateur et ça nous permet de mieux comprendre son quotidien, mieux comprendre ses besoins, ses irritants et aussi ses contraintes. L'objectif, c'est de poser des questions ouvertes aux utilisateurs. La deuxième méthode, c'est celle du questionnaire. Le questionnaire, c'est une technique de collecte de données quantifiables. Donc, vous pouvez réaliser des statistiques après dessus, qui se présente sous la forme d'une série d'items. Alors, les items, ça peut être des questions ou alors des affirmations à catégoriser. D'accord, pas d'accord, plutôt d'accord. Et puis, on a l'expérience map et le blueprint, qui sont 2 méthodes qui consistent à représenter tous les parcours utilisateurs pour avoir vraiment une vision holistique de l'écosystème. Ça nous permet de comprendre le processus quotidien des utilisateurs, de comprendre leurs irritants, leurs besoins, leurs contraintes, mais surtout, ça nous permet de nous assurer qu'on conçoit une solution qui va s'adapter au mieux dans le flot des tâches quotidiennes de nos utilisateurs. Par exemple, dans notre cas, on représente toutes les tâches quotidiennes de Bruno et toutes ses interactions. Les interactions humaines, donc avec son équipe, mais aussi les interactions au travers d'interfaces. Ça peut être une interface logicielle, son logiciel qui lui permet de passer ses commandes, mais aussi son carnet et son stylo sur lequel il note tous les produits à réapprovisionner dans son rayon. Donc ces solutions-là, elles nous permettent, dès la phase de cadrage, dès la conception de la solution, de favoriser l'utilité et l'utilisabilité de notre solution. Évidemment, elles ne sont pas suffisantes pour garantir l'utilisation de notre solution, et c'est ce qu'on va voir juste après.
La deuxième raison qui a mené au premier retour plutôt négatif de Bruno, elle est liée à la façon dont les équipes ont mené le delivery. Le delivery, il a commencé donc en janvier. Il y a eu une vingtaine d'itérations avant de livrer la solution finale en novembre. À la fin de chaque sprint, il y avait évidemment une phase de démo qui rassemblait les équipes techniques et les chefs de projet. Mais le problème, c'est qu'entre le début du delivery et la livraison de la solution, il n'y a eu aucun retour utilisateur. Les utilisateurs n'étaient pas intégrés aux démos. Et il n'y a pas eu non plus de test utilisateur. Alors, évidemment, on est passé à côté de précision du besoin, comme par exemple, Bruno, en plus d'avoir sa courbe de prédiction de stock, il voulait aussi le seuil d'alerte, le stock d'alerte. C'est le seuil en dessous duquel il ne faut surtout pas passer, sinon on risque de se retrouver en pénurie. Et ça, on ne pouvait pas le deviner. Si vous souhaitez reproduire à nouveau cet échec chez vous, je vous propose 2 ingrédients à intégrer à votre recette. Le premier, c'est de ne pas livrer de la valeur de façon incrémentale et rapidement à vos utilisateurs. On l'a vu tout à l'heure, mais ça peut être commencer par créer un modèle simple pour le mettre rapidement en production et rapidement avoir un retour utilisateur. Et le deuxième, c'est de ne pas prendre en compte justement les retours de vos utilisateurs au fil de l'eau. On va voir plus tard que la co-construction pour ça est votre meilleur allié. Maintenant, on admet que le réseau il est rétabli dans la réserve. Bruno, il peut utiliser son application de façon adéquate. Bruno, il revient quand même vers Vincent parce qu'il a quelques questions. Il ne comprend pas bien ce que ça représente, tous ces chiffres affichés sur son application. Et puis, s'il ne comprend pas ces chiffres, il ne fait pas confiance à ce qu'il voit. Et s'il ne fait pas confiance, finalement, il commence à ne plus utiliser la solution. Évidemment, s'il n'utilise plus la solution, on peut dire que c'est un gros échec. Avant de voir ensemble quelques facteurs qui auraient pu favoriser l'utilisabilité de la solution, là, je vous propose encore 2 ingrédients. Le premier, c'est de ne pas fournir d'explications supplémentaires à vos utilisateurs qui permettraient d'améliorer la compréhension. Et le deuxième, c'est de ne pas accompagner vos utilisateurs une fois la solution livrée. Alors l'échec qu'on vient de voir, il a pour conséquence la non-utilisation de la solution, malgré son utilité. Un produit, il doit d'abord être pensé en fonction de son utilité. Mais ça ne suffit pas. Pour que cette utilité soit réalisée, il faut que le produit soit utilisé. Et pour que le produit soit utilisé, il est préférable que le produit soit utilisable. Je vous propose qu'on se concentre sur cette notion d'utilisabilité. La norme ISO 924111, du coup, elle définit l'utilisabilité selon 3 concepts. Le premier, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité à atteindre un objectif souhaité. Le deuxième concept, c'est l'efficience, la capacité à atteindre l'objectif souhaité au prix d'une consommation optimale de ressources. Et la troisième, c'est la satisfaction, la capacité à atteindre l'objectif souhaité de façon agréable. Alors, on peut clairement faire le lien entre l'efficience et la compréhension. Si je comprends les chiffres qui sont affichés sur mon application, alors j'ai plus de chances d'atteindre rapidement l'objectif, qui est de déterminer le stock qu'il faut que je commande. La compréhension, elle peut être favorisée par l'ergonomie. Pour mieux comprendre justement les chiffres qui me sont affichés, j'ajoute une bulle d'information quand je passe le doigt ou la souris sur la courbe. Et pour ça, évidemment, les UX designers sont vos meilleurs amis. Et puis, la transparence peut être aussi un facteur de confiance et de compréhension supplémentaire. Si je sais que le modèle me dit de commander 2 fois plus de mascara
parce qu'il a détecté qu'il y avait une tendance forte sur TikTok en ce moment, alors je me dis que moi aussi, en tant que Bruno, j'aurais pu prendre cette décision basée sur cet argument. Donc je lui fais confiance. Et puis pour renforcer cette confiance, on peut aussi s'appuyer sur l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est le fait d'être très fier et de trouver son meuble très beau parce qu'on a contribué à la construction du meuble. En fait, on l'a monté soi-même. Donc on a un biais, on n'est pas objectif. Quand le contexte le permet, privilégier justement la co-construction. Par exemple, quand on construit un modèle, ça nous permet de s'assurer que le modèle va prendre en compte les bonnes variables, en tout cas les variables qui semblent cohérentes aux yeux des utilisateurs. Et donc, du coup, on a plus de chances d'obtenir des prédictions pertinentes, encore une fois, aux yeux des utilisateurs. Et en plus de ça, on favorise l'adoption de la solution, puisque les utilisateurs conçoivent avec nous la solution. Et puis, on a la conduite du changement qui vient renforcer l'utilisabilité au travers de l'accompagnement des utilisateurs. Ça peut être au travers de guides d'utilisation, au travers de sessions de questions-réponses ou même de formation. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est quelques facteurs qui favorisent l'utilisabilité de vos solutions et donc l'usage et, pour aller plus loin, l'adoption. Et puis, puisqu'on a évoqué la confiance, je vous propose de rester dans le thème. Quelques jours plus tard, Bruno il revient vers un des chefs de projet parce qu'il y a un truc qui lui semble bizarre. Les prédictions du jour sont les mêmes que celles de la veille. En parallèle, au siège de Food for People, on s'aperçoit qu'il y a un bug sur les données. Et donc, évidemment, c'est l'effervescence. Tout le monde se met à investiguer pour comprendre d'où ça vient. Et la tech lead dit à tout le monde de surtout pas communiquer auprès des utilisateurs qu'il y a effectivement un bug, parce qu'ils risqueraient de perdre confiance dans l'application. Bah ouais, mais Bruno, il s'en est déjà rendu compte qu'il y avait un bug. Et il a déjà plus confiance. Donc, si vous voulez concevoir un produit à l'image perçue comme peu fiable, ne mettez surtout pas en place d'alerting et de monitoring pour laisser les utilisateurs se rendre compte qu'il y a un bug qui les impacte et laisser pourquoi pas aussi vos modèles perdre en pertinence. Ce qu'on cherche à concevoir, c'est quand même tout l'inverse. C'est un produit justement perçu comme fiable. Et la fiabilité d'un produit, elle passe par de l'alerting et du monitoring. Je vous propose de décliner l'intérêt de l'alerting et du monitoring selon 3 axes. Le premier, c'est pour les utilisateurs, pour les équipes tech et par les utilisateurs. L'alerting pour les utilisateurs, il permet d'alerter les utilisateurs lorsqu'il y a effectivement un bug ou une anomalie sur les données, par exemple un problème de fraîcheur sur les données qui n'aurait pas été mis à jour, ou alors une incohérence sur les données. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la transparence qu'on leur apporte, c'est un facteur supplémentaire de confiance. L'alerting et le monitoring pour les équipes tech, donc l'alerting pour les équipes tech, il permet aux équipes tech d'être averties quand il y a un bug qui impacte les utilisateurs, ou pas d'ailleurs, et donc d'être réactifs pour résoudre ce bug et de ne pas attendre justement que ce soit un utilisateur qui se rende compte du bug pour qu'il y ait une action qui soit faite au niveau des équipes tech. Le monitoring pour les équipes tech, il nous permet par exemple de monitorer les performances sur nos flux de données et sur nos modèles de machine learning ou autres, de data science. Et ça nous permet à la fois d'anticiper des bugs qui pourraient être liés à des problèmes de ressources ou alors d'anticiper quand un modèle a besoin d'être réentraîné. Et puis, on peut aussi mettre à contribution nos utilisateurs pour piloter notamment la pertinence de nos prédictions. Par exemple, dans notre cas, ça pourrait prendre la forme de 2 boutons en bas de l'application, un pouce en l'air et un pouce en bas. Et quand les utilisateurs jugent que la prédiction est pertinente, pouce en l'air, sinon pouce en bas.
Ça nous permet d'obtenir du feedback rapidement et régulièrement sur la pertinence de nos prédictions d'un point de vue utilisateur. Et évidemment, ça nous permet d'anticiper si le modèle a éventuellement besoin d'être réentraîné, ou alors de détecter aussi s'il y a une incompréhension des prédictions d'un point de vue utilisateur, et de réagir. Au bout de quelques mois, Vincent il décide de recontacter Bruno pour confirmer que cette application est vraiment révolutionnaire pour les chefs de rayon de Food for People. Et donc, à sa grande surprise, Bruno il lui dit que l'application, il l'utilise plus en fait depuis plusieurs mois déjà. Mais en fait, il n'y a plus personne qui l'utilise chez Food for People. Vincent, il ne comprend pas trop. Évidemment, il est très étonné. Donc il décide de contacter les chefs de projet pour comprendre ce qui se passe. Et là, il se rend vite compte que les chefs de projet, ils ne sont pas du tout au courant que plus personne n'utilise l'application. Donc je vais vous donner l'ingrédient ultime pour continuer à maintenir des produits qui ne sont plus utilisés. C'est celui de ne pas piloter l'usage de vos produits. Pour comprendre l'intérêt du pilotage de l'usage, il faut bien distinguer la différence entre un produit utilisé et un produit dit utilisé. Bruno, il aurait très bien pu dire à Vincent que son produit, oui, il était révolutionnaire. D'ailleurs, il l'utilise tous les jours parce que Vincent, c'est quand même un grand directeur de l'entreprise pour laquelle Bruno travaille. Et justement, le pilotage de l'usage, il nous permet de mesurer factuellement si mon produit est utilisé ou pas. Donc, on met en place un certain nombre de métriques, comme par exemple le nombre de connexions par jour, le temps moyen passé sur l'application ou les pages les plus consultées. Et ça nous permet déjà de déterminer si le produit est utilisé ou pas. Et puis, on peut aller plus loin et mettre en place des métriques qui nous permettent de détecter les changements de comportement au niveau de l'usage de notre produit. Par exemple, on se rend compte que Bruno, depuis quelques semaines, il ne consulte plus du tout l'onglet qui lui permet d'afficher les tendances à en devenir. Donc là, on peut rapidement réagir, revenir vers Bruno pour lui demander pourquoi il ne l'utilise plus et éventuellement mettre en place des choses qui permettraient d'améliorer cette page-là et de la rendre plus pertinente d'un point de vue utilisateur. Alors, le pilotage de l'usage, il s'appuie sur des données utilisateurs, du coup. Et pour ça, on a des outils comme Google Tag Manager, Google Analytics, Matomo, Piano Analytics et j'en passe, qui nous permettent d'analyser le comportement de nos utilisateurs. Attention, qui dit données utilisateurs dit RGPD. Pensez à bien vous informer justement sur cette réglementation et notamment ça passe par la mise en place d'une POPIN qui permet de collecter, d'informer et de collecter ou pas le consentement à la récupération des cookies de vos utilisateurs. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de Julie. Finalement, on voit que donc, le pilotage de l'usage, comme je viens de le dire, il nécessite la mise en place de briques techniques. Et c'est pour ça que c'est important que tous les profils de nos équipes soient sensibilisés à ça. Voilà. On arrive à la fin de cette présentation. Donc, je vous propose 3 points clés à retenir pour favoriser l'usage et l'impact et donc la valeur de ce qu'on livre en production. Le premier, c'est que tous les profils doivent penser utilisateurs. Ils doivent être proches des utilisateurs. On l'a vu, c'est important puisque les profils techniques doivent être sensibilisés puisque bien souvent, ça nécessite la mise en place de certaines briques techniques. On l'a vu pour le pilotage de l'usage, mais pour l'alerting et le monitoring aussi. Et encore plus pour l'ergonomie. Le deuxième point, c'est l'importance de la mise en place d'une boucle de feedback dans tout le cycle de vie de vos produits. Ça nous permet de favoriser l'impact et la valeur de ce qu'on va livrer en production.
Et pour ça, évidemment, je rappelle, mais la co-construction, c'est vraiment le meilleur allié. Et puis, pensez à piloter l'usage, même une fois la phase de delivery finie, puisque ça nous permet de nous assurer que nos produits vieillissent correctement dans le temps. Je vous remercie.